Bonsoir, toute ma partie technique. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous nos panélistes et à tous les auditeurs de Jacques Rogesseau et de Analyse politique. Veuillez nous excuser, nous commençons un peu en retard ce soir, dû à des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, mais nous essayons de faire autant qu'on peut, de faire ces émissions parce que nous savons que ce sont des émissions en fait qui sont à la fois éducatives et puis aussi qui, qui éveillent les consciences parce qu'ici nous parlons des choses importantes et nous parlons surtout de la Côte d'Ivoire qui est notre pays, la Côte d'Ivoire qui est notre bien le plus précieux et pour laquelle, donc cette Côte d'Ivoire, pour laquelle nous nous battons pour qu'elle sorte des méandres du lugubre, du népotisme et de tous les mots que vous connaissez. Alors ce soir, ça va vous étonner un peu, mais ça fait partie aussi de ces analyses que nous faisons. Nous allons parler un peu de la souveraineté ce soir. La souveraineté. Voilà, vous savez, aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui a soufflé en Afrique de l'Ouest. On a vu la naissance de l'AES. On a vu trois États qui sont dirigés par trois jeunes messieurs qui ont décidé de faire alliance pour se départir, se débarrasser en fait de l'hégémonie française qui a toujours contrôlé la vie sociopolitique de nos pays et qui sont en train de faire du bon travail, surtout celui que tout le monde appelle le capitaine Courage, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, qui lui vraiment est en train de transformer son pays en un Eldorado. Comme je le dis aux gens souvent, les trois ont chassé les Français, mais entre les trois, il y en a un qui montre vraiment qu'il travaille pour son pays et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train d'écrire une page exemplaire pour l'Afrique de l'Ouest et qui est en train de dire à tous les jeunes gens, tous les Africains, que nous pouvons être indépendants, nous pouvons être souverains, nous pouvons décider nous-mêmes de ce que nous voulons. Alors, nous avons tous été habitués à la présence euh, sempiternelle de la France, cette présence qui ne finit pas. On est habitué à cette présence de la France qui, chaque fois, est présente, veut décider. On se rappelle même des conseils de ministres où on voit l'ambassadeur français présent. Quand on est allé arrêter, par exemple, le président Gbagbo Laurent à son domicile, dans le bunker, je dirais, l'ambassadeur de la France était là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? On ne sait pas, mais il est arrivé avec les rebelles. Alors, ce sont des comportements qui nous choquent en tant qu'Africains et qui font que nous nous sentons mal. Parce que vous savez, le blanc a toujours voulu dire au noir que tu ne peux rien sans moi. Alors aujourd'hui, la grande question, c'est comment est-ce que l'Afrique devient souveraine? Est-ce qu'on est obligé de chaque fois passer par des coups d'État pour imposer à la France notre souveraineté, comme c'est le cas au Burkina, le cas au Mali, le cas au Niger, où il a été obligé de chasser ce qu'on pourrait appeler les collabos de la France pour installer des personnes, des hommes qui sont déterminés à montrer au monde entier que leurs pays peuvent s'en sortir sans la présence de la France. Mais en même temps, est-ce que c'est une décision sage? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment faisable? Et puis, pendant combien de temps on va réussir à tenir tête à la France qui a installé un système mortel, mortifère et un système de destruction de tout ce qui est intelligence africaine, où on veut faire croire aux Africains que si nous ne sommes pas là, vous ne saurez pas comment pêcher le thon dans vos mers, vous ne saurez pas comment le transformer. D'ailleurs, écoutez cette histoire qui, moi, m'avait fasciné quand j'étais encore en Côte d'Ivoire dans les années 90. J'avais des amis, disons une amie, dont le neveu était le directeur de la poissonnerie du port d'Abidjan. Et il est venu à la maison et puis on parlait comme ça. Et j'ai parlé du thon qu'on a acheté au port. Vous savez, à l'époque en Côte d'Ivoire, il y avait des boîtes de thon qui n'avaient pas d'étiquette. C'était juste des boîtes de thon emballées dans les boîtes, mais il n'y avait pas d'étiquette là-dessus. Contrairement aux autres que nous trouvions dans les magasins sophistiqués, les supermarchés,
où vous voyez la boîte de thon avec une étiquette et c'est marqué en dessous, comment on dit ça, produit de Marseille, importé de Marseille. Alors, quand il nous a expliqué, il disait non, tout le thon que vous voyez en Côte d'Ivoire, qui est marqué de Marseille ou de je ne sais où, ce thon vient du port d'Abidjan. J'ai été très, très choquée d'apprendre que le thon qui était là-bas dans les supermarchés et dont on nous vendait une boîte à 1500, 1800, était en fait un produit de la Côte d'Ivoire, pêché dans la mer ivoirienne. Et on transformait ce thon, c'est-à-dire qu'on l'enlève dans nos eaux et on le nettoie dans une industrie qui est installée dans notre port. On enlève sa peau, on le coupe en tranches, on le met dans les boîtes de conserve, on ferme les boîtes de conserve. Et vous savez ce que les gens font? Ils mettent ces boîtes de conserve dans des cartons, on les met dans un conteneur et on les rapatrie en France, à Marseille donc, ou là-bas à Marseille, quand eux, ils reçoivent ce thon pour lequel ils n'ont rien fait, on met juste l'emballage et puis on met tous les mensonges que vous connaissez, produits de France imprimés ici et cela et cela, et ça revient en Côte d'Ivoire et ça revient comme une marchandise que la Côte d'Ivoire a importée à la France. Vous voyez un peu comment c'est une aberration. Et voilà pourquoi tous les Africains sont excités quand ils entendent le nom du président Ibrahim Traoré. Alors, il a fallu un coup d'État pour que ces messieurs de l'AES puissent imposer le désir de souveraineté de l'Afrique. Les autres pays qui nous entourent, on n'a pas encore vu ça. Regardez au Cameroun, Paul Biya à quel âge? 80, combien d'années? Il ne peut même pas marcher. Il est encore au pouvoir. Son président de l'Assemblée nationale, 84 ans. Son président, je ne sais pas moi, de quel conseil économique et social, 82 ans. Bon, toutes les autorités du pays sont des octogénaires qui gèrent le pays, c'est-à-dire des gens qui pissent sur eux-mêmes. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Des gens qui font pipi dans des couches. Et c'est eux qui gèrent un pays pendant que les bras forts, la jeunesse, le cerveau qui est encore frais, eux, ils traînent dans les rues, ou bien ils vont jouer au brouteur dans les cybercafés, ou bien ils vont nager pour arriver en France. Voilà. Alors, regardez en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui a quoi, 82 ans, 83 ans, ou 84 ans, qui est encore en train de lutter, complètement fatigué par la vie, qui est tombé la dernière fois, je ne sais même plus en quelle année, à l'aéroport, qui est revenu de France après nous avoir dit qu'il était mort, qui est revenu de Paris, avec un visage complètement boursouflé. Quand on le voit, on sait qu'il est malade. On sait que le président Ouattara ne va pas bien. Son visage est enflé. On sent qu'il est rempli d'eau parce qu'il a certainement un problème de poids, de cœur qui ne va pas très bien, ou un problème de rein. Alors, un président comme ça, qui continue encore de lutter pour être là, pendant que tous les marchés sont donnés à la France et aux étrangers. Parce que quand on parle de souveraineté, il n'y a pas que la France. Il y a les étrangers. Quand les étrangers possèdent l'économie d'un pays, nous ne sommes plus souverains. Parce que ce sont les autres qui viennent nous commander. Celui qui a le pouvoir d'achat, celui qui vous impose ses lois. Et voilà pourquoi jusque-là, la France a été celle qui devait décider qui devait être ministre, qui ne devait pas être ministre, qui doit écouter au Gabon. Le président est acclamé. La France est d'accord qu'il soit réélu ou élu. Alors on l'acclame. Parce que la France est d'accord. Alors France 24 va chanter ses éloges. Le TV5 va parler de ses qualités extraordinaires. La France fabrique en Afrique des dictateurs et elle fabrique en Afrique des mécréants. Et puis après, elle vient les décrier, les faire tomber et mettre encore de nouveaux mécréants selon les humeurs de la France. Et donc, ce soir, je voudrais vraiment en parler avec mes panélistes. Cette souveraineté que nous cherchons tous, ce panafricanisme dont on parle, on a vu qu'il n'a réussi que dans les pays où il y a des coups d'État. Au Ghana, ils ont réussi à vraiment asseoir leur souveraineté seulement après que Jerry Rawlings ait fait son coup d'État, qu'il se soit débarrassé de tous les vauriens du pays qui voulaient encore manger à la solde de la couronne d'Angleterre
et il a pu asseoir le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est un symbole, est un modèle de démocratie. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré est en train de nous prouver qu'il faut un coup d'État pour que les bases de la République soient reposées. Le Niger pareil, le Mali pareil. Légèrement la Guinée parce que là-bas, ça tâtonne encore un peu. Évidemment, il a épousé une Française, donc on sait que quand ils sont au lit la nuit, elle lui chuchote dans l'oreille et certainement qu'elle est son point faible. Il n'est pas encore très rigide dans sa gestion du pays. On espère qu'il va se réveiller pour suivre les autres. Il n'est pas dans l'AES. On ne sait pas trop de quel côté le mettre. Quand on veut le peser, on ne sait pas de quel côté va la balance. Voilà. Je vous dis bonsoir à nouveau. Alors ce soir, voilà notre sujet. Nous parlons de la souveraineté en Afrique. Comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Est-ce que c'est seulement après des coups d'État ou bien alors un président peut-il venir naturellement après des élections, gagner des élections dans la transparence et faire asseoir la souveraineté dans son pays? Ne venez pas me citer Babou Laurent, parce que quand il était au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'était pas souveraine non plus. Voilà, il faut te le dire. Et quand le président Babou était là, les Français étaient toujours présents. Les Français continuaient de dominer notre économie avec l'électricité, avec l'eau, avec tout ce que vous savez. Hein, on a toujours donné l'impression que sans les Français, on ne peut pas vendre notre café cacao. Sans les Français, on ne peut pas vendre notre pétrole. Sans les Français, on ne peut rien faire. Mais croyez-moi, c'est un problème sérieux parce que c'est ce que nous tous nous voulons. Mais comment acquérir ce que nous voulons? Est-ce que nous devons forcément passer par des coups d'État ou bien alors nous devons espérer qu'un jour, quelqu'un prendra le pouvoir sans se tromper dans des compromis avec la France? Regardez aujourd'hui M. Tidiane Thiam, que moi j'aime beaucoup. Si c'est Sarah, elle aime M. Tidiane Thiam. Je ne l'adore pas, mais je l'aime vraiment. J'aime sa personnalité, sa façon de faire la politique. Il est respectueux et tout ça. Mais vous savez quoi? Quand on analyse la situation, on se dit, M. Tidiane Thiam là-haut, est-ce que demain, il ne va pas devenir un problème et pour lui-même et pour nous? Parce qu'aujourd'hui, il fait du lobbyisme, là. Il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Si ça peut nous débarrasser de M. Ouattara et de sa clique, d'accord. Mais quand M. Ouattara et sa clique seront partis, comment M. Tidiane Thiam va-t-il gérer toutes ces personnes avec qui il aura établi une alliance pour arriver au pouvoir, pour pouvoir avoir les mains libres, enfin d'établir en Côte d'Ivoire une souveraineté et faire de l'Ivoirien la priorité de sa gestion? C'est une grande question. Je voudrais dire bonsoir à mes panélistes. Alors, je ne sais pas si, je sais que M. Aguirre doit être là. Bonsoir, M. Aguirre. Bon, Pasteur Aka, bonsoir. Pasteur Aka, oui, bonsoir, maman Sarah. Soyez bénie. Voilà. Amen. Comment ça va? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est tout à l'heure pour voir un peu. Ah, d'accord. Alors, ce soir, on parle de la souveraineté de l'Afrique. D'abord, est-ce qu'on peut parler un peu de ce que c'est que la souveraineté? Pour que les gens comprennent, quand on dit on est souverain, qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Aka, pour vous en tout cas? Bien, merci, hein. Bonsoir au commandant Jacques. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent, et puis merci à vous-même. C'est un terme très intéressant, ça il faut le dire. Et je vais le présenter en tant que analyse politique. Mais si j'étais en face d'une interview en tant que futur candidat et président de la République de Côte d'Ivoire, j'allais dire autre chose. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Bon, vous pouvez dire les deux, Pasteur Aka, parce que vous savez quoi? Ça va nous aider à comprendre du point de vue d'un candidat, comment le candidat voit la souveraineté, parce que peut-être que c'est comme ça aussi que les autres verront ça. Donc, ça peut nous aider d'avoir les deux aspects. Allez-y. Oui, en fait, la souveraineté d'un pays, d'abord, ne se négocie pas. Surtout pour les pays africains, ne pas dire les pays francophones, elle s'arrache.
OK. Nous avons pu avoir l'indépendance avec le président Félix Houphouët-Boigny en 1960. Mais la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'Afrique par rapport à l'ensemble des pays francophones, cette indépendance ne nous a pas, devait nous permettre d'être souverains, d'aller à la souveraineté. Donc, il y a deux éléments qui interviennent. Le premier élément, c'est d'abord l'attitude de nos leaders, c'est-à-dire du président, sur le plan du management, sur le plan de la gestion. Oui, parce que ce que nous avons constaté à l'Afrique, c'est que nos présidents, c'est vrai, essaient plus ou moins de répondre aux besoins du peuple, mais sont restés beaucoup plus égoïstes. Donc, déjà, ils n'ont pas vu le côté social, le côté national. Ils n'ont pas projeté le futur de la nation. Donc, ils ont géré le pays à partir de leur personne. Et cela constitue effectivement un problème. Le multipartisme est venu, ça devait nous aider, mais on a vu que le multipartisme, c'est vrai, avec de la démocratie, mais c'est devenu plus tribalique, surtout par rapport à la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui contient près de 60 ethnies. Et le deuxième point, nous avons la France, qui est le pays colonisateur. OK? J'ai eu le privilège à l'époque de travailler un peu avec la coopération française. En ce moment, c'était vers la résidence Tata, du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, bon, il y a un peu longtemps. Mais vous voyez, la France est restée dans une logique de défendre ses intérêts. Aujourd'hui, elle a plus de 200, 300 compagnies au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, elle constitue la main d'œuvre. Non, comment on appelle, oui, elle constitue le gros employeur, non seulement employeur, mais je parlerai plutôt de commissionnaire. Parce que tous les gros marchés de la Côte d'Ivoire doivent être approuvés par la France, doivent être exécutés par les entreprises françaises qui maintenant sous-traitent avec les compagnies ivoiriennes. Par exemple, je vous donne un exemple que je maîtrise bien. Vous prenez le cas des routes. OK, nous avons Géroute, nous avons le FER, c'est-à-dire le Fonds d'entretien routier. Mais les marchés de route sont gérés par l'entreprise Ride, qui est le commissionnaire. Or, cette compagnie est gérée, je ne dirai pas le nom, par un responsable de la présidence. Malgré que c'est la France. Mais il faut dire le nom parce que il s'est pas. Oui, c'est géré par Mme Ouattara. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les travaux de chantier, de terrain, c'est-à-dire des routes, viennent au niveau de Ageroute, Ageroute n'est pas l'exécuteur. Il faudrait que le commissionnaire approuve. Donc, le commissionnaire reçoit d'abord l'ensemble des marchés et maintenant fait les sous-traitances. Oui. Or, qu'est-ce que nous constatons? Le commissionnaire qui a la responsabilité normalement de faire les routes ne fait pas les routes parce que à chaque fois les routes se gâtent parce qu'elle n'a pas la qualité de le faire. Puisque Ageroute n'a pas l'autorité sur le commissionnaire. Parce que Ageroute est obligé de donner les marchés au commissionnaire. Or, la facturation en Côte d'Ivoire par rapport au goudron, la Côte d'Ivoire facturera près de 600 millions de francs CFA en ce qui concerne le goudron, ce qui est vêtement cher. Ouais. Et chaque année, l'État est obligé comment on appelle, de voter des budgets pour faire des réparations, parce que les routes sont très mal faites, exprès. Pourquoi? C'est fait exprès parce que tout le monde mange dedans. Parce que les gens mangent dedans. Celui qui fait les graviers, celui qui fait le ciment, celui qui envoie le sable, tout cela doit manger dedans. Ouais, donc, si les routes sont bien faites, ils n'auront pas les manger. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il faut gâter le marché. Et l'État n'a pas compris qu'il faut sanctionner ces entreprises. L'État ne peut pas sanctionner ces entreprises parce que l'État est elle-même. Voilà, c'est l'État lui-même qui est les entreprises.
Les entreprises. Donc ça, c'est déjà un problème. Bon, je fais cette parenthèse. Maintenant, dans la globalisation, ça dit que de façon globale, la souveraineté d'un pays passe par la liberté. Ça dit qu'il faut qu'elle contrôle sa communication. Tant que vous ne contrôlez pas votre communication, vous ne pouvez pas être souverain. La communication en Côte d'Ivoire est contrôlée par la France, à travers Orange. OK? Il faut contrôler son espace aérien. Selon vous, est-ce que la Côte d'Ivoire a assez de moyens pour acquérir un satellite, par exemple? Le problème, c'est pas le satellite. En ligne de jeu. Le problème, c'est pas le satellite. Le problème, c'est la tour de contrôle. Si la tour de contrôle est gérée. Si vous avez votre satellite, vous êtes capable de gérer votre tour de contrôle. Mais si vous utilisez, écoutez, quand on appelle la France, mais tous les appels doivent passer par Paris avant d'arriver à Abidjan. C'est-à-dire que ça doit traverser les tours françaises avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Oui, c'est-à-dire que là, vous parlez du satellite. OK? Vous parlez du satellite. Mais quand on regarde, par exemple, au niveau de la tour de contrôle, par exemple, est gérée par la France. L'espace aérien de la Côte d'Ivoire. C'est géré par la France. Donc, ça, c'est déjà un problème. OK? Et troisième point, il faut gérer sa sécurité. Tout le programme de sécurité ivoirien est contrôlé par la France. Oui, c'est contrôlé par la France. Donc, déjà, nous ne pouvons pas être souverains parce que nous n'avons pas le contrôle de notre espace aérien. Nous n'avons pas le contrôle de notre sécurité. Nous n'avons pas le contrôle de la communication. Et vous ne me direz pas le contraire quand on parle de la monnaie, le franc CFA. La Côte d'Ivoire n'a pas le contrôle du franc CFA. Les pays africains. Vous voyez? Bon. Là, parfois, on peut comprendre, c'est vrai que la France a aidé à un certain moment en tant que pays garanti par rapport aux échanges, mais comme je l'ai dit au premier plan, la gestion de nos leaders est pitoyable. Elle est mauvaise. Vous voyez, elle est très mauvaise. Donc, pour arriver d'abord à une monnaie indépendante, il faut que notre gestion d'abord soit saine. Il faut que notre gestion soit saine. Oui. Alors donc, pour résumer tout ce que vous êtes en train de dire, quand on parle de souveraineté, ça veut dire qu'un pays qui est souverain, doit pouvoir gérer ses ressources, doit pouvoir gérer sa propre monnaie, doit avoir de l'indépendance dans le choix de ses partenaires économiques. L'économique, sa sécurité surtout, son espace aérien, sa communication. Et tout ça, c'est important. Et c'est ce qu'aujourd'hui les pays de l'AES sont en train de faire. Ils arrivent aujourd'hui à contenir les terroristes parce qu'ils ont le contrôle de leur espace aérien. OK? Le seul problème qui les bloque actuellement, ils ne sont pas encore sortis du CFA, mais ça va venir. Ça va venir. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller progressivement parce qu'ils sont libres d'acheter le matériel de guerre qu'ils veulent. De deux. Donc là, maintenant, nous sommes dans le domaine de l'armement. Voilà, de l'armement. Donc, il y a tous ces éléments-là. Or, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, pour que nous arrivions à une souveraineté, effectivement, il faut qu'il y ait un président qui ose poser tous ces actes. Moi, j'ai toujours dit que l'objectif, ce n'est pas de appauvrir la France pour s'enrichir, mais il faut dire la vérité aux Français. Okay, la diplomatie française a échoué avec les pays de l'AES. Parce que si elle était allée sur la base de la négociation de contrats gagnant-gagnant, on ne serait pas arrivé là. Mais elle a toujours voulu avoir le monopole. Mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'elle n'a pas les moyens de fournir ou bien de donner ce que l'AES, les pays de l'AES réclamaient. La France, c'est celle des États-Unis. Vous voyez, la France est approvisionnée par les États-Unis. Or, aujourd'hui, les pays de l'AES, justement,
sont employés par la Russie, par la Chine. Ils sont libres, ils s'adressent à qui ils veulent, que ce soit les Indes, que ce soit... Ouais, donc, c'est un problème. Donc, le président... Alors, quand on parle de souveraineté, est-ce que ça veut dire que, surtout par rapport à la France, est-ce que vous trouvez même que ce que l'AES a fait est bon? C'est-à-dire quoi? Chasser la France complètement et puis se tourner vers un autre impérialiste. Parce que vous savez, la Russie, ce n'est pas un pays qui vient en Afrique parce qu'il veut aider les Africains. La Russie, c'est un pays qui s'enrichit en Afrique par les armes. On le sait tous. Tous ceux qui se sont alliés à la Russie ont été très armés, mais la Russie ne va pas plus loin que ça. Donc, quand les Africains appellent la Russie, est-ce qu'ils ne sont pas encore en train de se soumettre à un autre maître qui veut les contrôler par les armes qu'on leur donne, qui leur donne l'impression qu'ils sont grands? Alors, la souveraineté, est-ce que c'est le fait de chasser les Français? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la souveraineté? Non. Votre frère, si vous êtes là, signalez-vous. Oui, pas ça. Oui, ce que je veux dire, ce n'est pas le fait de chasser. Quand on parle de la souveraineté, c'est la liberté de décider, de choisir. Oui, je suis là. C'est la liberté de choisir, de décider et de faire ce qu'on veut et ce qui est bien pour soi. Il y a la coopération. Aujourd'hui, les pays de l'AE sont en coopération avec la Russie parce que aucun pays ne peut affirmer logiquement qu'elle est souveraine à 100% parce qu'on a toujours besoin d'un tout petit choix. Les États-Unis ont besoin de certains pays. Est-ce que vous voyez? Mais quand il s'agit de certaines décisions qui engagent la sécurité du pays, l'économie du pays, la communication du pays, la défense du pays, on n'a pas besoin de demander l'avis d'un autre pays. On agit. Vous voyez. Donc, la souveraineté se situe dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas voir la souveraineté comme étant où on a besoin de personne. Non. Le monde ne peut pas fonctionner comme ça. On a toujours besoin d'une coopération. Mais dans cette coopération, nous décidons le pour et le contre, ce qui nous revient, ce qui nous appartient. Or, quand vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, vous allez voir que dans la majorité des administrations, il y a toujours un Français. Je vais vous dire, moi j'ai participé à 2 ou 3 réunions une fois à l'ONU, mais le porte-parole de la Côte d'Ivoire, c'était un Français. C'est maintenant qu'il n'y a qu'un an, 2 ans, ça a changé. Mais ce qui parlait... Puisque Sarkozy est le consul de la Côte d'Ivoire, je ne sais même plus dans quel pays, en Turquie ou bien où ça. Donc, on n'est pas étonné que c'est un Français qui soit le représentant des pays africains à l'ONU. Bon, quand les gens ont su que nous, on est d'origine, on est des Ivoiriens, ils étaient étonnés. Bon, mais écoute, on n'est pas parti là-bas en tant qu'Ivoiriens, on est parti en tant que société civile. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que la souveraineté, ce n'est pas de vouloir ne pas avoir besoin des autres, non. C'est décider, c'est prendre ses responsabilités, décider ce qui est le pour et le contre. Voilà. D'accord. Alors, pendant que je vous ai, je veux continuer avec vous, et puis après, je vais vers M. Dougan. M. Dougan, retenez tout ce qui va vous paraître important pour votre réaction, et puis je viendrai à vous. Alors, parlant de souveraineté, j'ai aussi touché un peu à M. Tidjane Thiam. Je sais que beaucoup parmi vous ou parmi nous ont des réserves par rapport à l'aptitude, je dis bien aptitude, de M. Tidjane Thiam à imposer à la France son dictat s'il devient chef d'État, parce qu'on le dit toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, M. Tidjane Thiam est en train de faire du lobbyisme. Est-ce que, à votre avis, avec Tidjane Thiam, on pourra obtenir cette souveraineté dont on a tant besoin et à laquelle rêvent un peu tous les Africains à la manière de M. Ibrahim Traoré au Burkina? Bon, vous savez, le lobbying est incontournable en politique. OK? Mais le président Ibrahim, c'est pas parce qu'il ne fait pas du lobbying. Il a des gens, des diplomates, qui sont
Il ne va pas lui-même en personne, mais ça ne veut pas dire que ces ambassades, ces diplomates qui sont dans les pays étrangers ne font pas du travail. Non. Ils le font, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie. Non, il a une diplomatie forte, mais qui travaille pour le compte du Burkina. Lui-même, il ne se déplace pas. Donc, je pense que ce que M. le président Tiam a fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, surtout par rapport à la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas voir ça comme... moi, tout ce qui me préoccupe, tout à l'heure, avant que vous preniez le micro, l'interview qu'a eu M. Guillon par rapport aux questions qu'on a posées, parce que quand on parle de la souveraineté, on parle du lobbyisme avec la coopération des autres pays, c'est quel est le pouvoir d'achat de la population? Comment on fait face à la cherté de la vie? Comment on règle le problème de l'éducation? Comment on règle le problème de la santé? Bon, j'ai vu que, en parenthèse, M. Dion n'a rien à proposer. Peut-être qu'il n'était pas préparé. C'était zéro, tout ce qu'il a dit. Ça n'a pas de sens. Il n'a donné aucune solution. Donc, ce que le président Thiam est en train de faire, effectivement, votre question est pertinente parce que nous avons besoin de l'entendre sur son programme par rapport à la cherté de la vie. Vous voyez, par rapport à la cherté de la vie. Et il parle plus du capital humain. Bon, si on va en profondeur, en ce qui concerne le capital humain, cela ne nous amènera pas à la souveraineté. Parce que le capitalisme, par rapport aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, la population souffre. La vie est chère, les Ivoiriens n'ont rien. Et tu parles de capital humain, c'est-à-dire le capitalisme, c'est ceux qui ont l'argent. Donc, ça dit que ceux qui ont l'argent vont toujours dominer ceux qui n'en ont pas. Donc, si qu'est-ce que vous comprenez par capital humain? Mais justement, c'est-à-dire qu'il veut mettre. C'est vrai qu'il n'a pas défini, mais moi déjà, à travers son profil, à travers l'espérance internationale qu'il a, et par rapport à votre question de souveraineté, la Côte d'Ivoire ne pourra pas être souveraine avec lui. Non. Ça, il ne faut pas se mentir. Parce que je ne le vois pas en train de prendre des décisions pour dire je contrôle mon espace aérien, je contrôle ma sécurité, je contrôle ma communication. Non, non, non. C'est le profil qu'il a. Il va faire du management, ok, comme au football il l'a fait. L'argent va tourner dans le pays, les gens seront contents, on va manger. Parce que les Ivoiriens, c'est ça, quand on mange, on est content là. Vous voyez? Mais on n'est pas libre de nos richesses. Vous voyez? Parce que c'est ça, les gens vont venir investir, ceux qui ont l'argent vont venir investir. Bon, il ne va pas être gourmand comme ceux qui sont là. Il va savoir partager un peu. Parce que l'Ivoirien, c'est ça, quand tu gagnes un peu à manger, tu te calmes. C'est un mal que nous avons. Or, à travers votre question, ce que nous sommes en train de chercher, nous voulons un leader qui met non seulement l'Ivoirien au cœur, mais qui contrôle son économie, qui décide de ses dépenses, qui améliore la vie sociale de sa population, qui met le peuple au cœur. Nous voulons un leader qui contrôle non seulement son informatique, qui contrôle sa sécurité, qui contrôle son espace aérien, qui est libre d'acheter quoi que ce soit, de traiter avec qui il veut, à qui on n'impose rien. Et la Côte d'Ivoire, avec ses richesses que nous avons, aucun pays ne doit pouvoir nous imposer quoi que ce soit. Nous décidons de ce que nous voulons et nous faisons ce que nous pouvons. Oui, mais or, le profil du président Thiam, c'est vrai, il est dans un programme de coopération. Et ça va nous aider à se débarrasser peut-être de la corruption. Ça va aider un peu, les Ivoiriens vont trouver un peu du boulot à faire, mais ça ne nous amènera pas à la souveraineté économique. D'accord. D'accord. Je vais aller vers M. Dougan et puis je reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir, M. Dougan.
Oui, bon. Mon sister Heritage. Voilà. Alors, on est en train de parler de souveraineté aujourd'hui. C'est un sujet très important, n'est-ce pas, M. Douma? C'est une question, hein? Bien sûr. Parce que c'est ce que nous voulons, en fait. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, les jeunes qui sont passés aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de faire des vidéos pour dénoncer M. Ouattara, c'est la souveraineté. Parce que même en Côte d'Ivoire, non seulement nous ne sommes pas souverains vis-à-vis des Français, mais nous ne sommes pas souverains vis-à-vis du gouvernement de M. Ouattara. Parce que le gouvernement de M. Ouattara est le plus grand impérialiste sur la vie des Ivoiriens. Et donc, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, déjà, les Ivoiriens n'ont pas de souveraineté parce qu'ils ne sont pas libres. Vous avez vu hier, je ne sais pas si vous avez vu hier, les étudiants en agriculture qui se plaignaient parce qu'ils passent le concours de la fonction publique comme les autres, comme l'INPAS, comme le CAPOP, l'IMS, etc. Et quand ils ont fini, on leur demande de passer un autre concours pour être insérés dans la fonction publique. Alors que le concours qu'ils ont passé, c'est un concours de la fonction publique. Donc, normalement, ils devraient déjà être considérés comme des étudiants fonctionnaires, tout comme les gens de l'ENA. Mais eux, quelqu'un a créé un circuit là-bas, tout ce qu'il faut manger, où on a installé un nouveau concours. Et donc, les pauvres dont les parents n'ont pas d'argent, ils finissent le concours. Et le drame, on ne peut passer ce concours que jusqu'à 35 ans ou 40 ans. Une fois que vous avez dépassé 35 ans, vous ne pouvez plus passer ce concours. Donc, vous voyez un peu, il n'y a pas de souveraineté aussi pour le peuple ivoirien. Alors, M. Dougan, comment est-ce que vous pouvez définir la souveraineté d'un État? Parce que je sais que vous avez beaucoup de secrets. Merci, maman sister Sarah. Mm-hmm. Lorsqu'on parle de souveraineté, mm-hmm. c'est la capacité de disposer de soi-même dans ses politiques, économiques et militaires. C'est ça. Mm-hmm. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas souverain. Le souverain, c'est comme le chef, le roi, qui prend sa décision dans l'intérêt de son peuple, pas conditionné par les intérêts d'ailleurs. Et j'ai écouté tout ce que Pasteur Aka a dit, je ne vais pas revenir dessus tout, mais il faut être clair avec les Ivoiriens. Il faut être clair. On peut reprocher beaucoup de choses à Oufoué, mais il faut être clair. Il a dit que lui, il a pris l'indépendance. Mais la vraie indépendance, c'est-à-dire économique, politique et militaire, ce sont les générations à venir. Voici pourquoi il a dit « Découragement n'est pas ivoirien ». Et quand il disait ça, Mitterrand était assis à sa droite. Hein? Mitterrand était assis à la droite de Houphouët-Boigny. Il a dit « Non, ne vous découragez pas, vous des jeunes. Moi, j'ai pris l'indépendance. Mais la vraie indépendance, c'est vous les jeunes, quand vous serez capables de courir même avec les grandes nations. » Voici pourquoi Houphouët-Boigny a mis beaucoup l'accent sur l'éducation. Et après lui, l'échec a commencé jusqu'à aujourd'hui où on a mis une inculte pendant 10 ans à la tête de l'école qui a foutu toute l'école ivoirienne en l'air. C'est ça la souveraineté. Mais Houphouët est mort depuis 1993. Ça fait combien? Ça fait 32 ans. N'a-t-on pas encore les cerveaux dont voulait Houphouët pour nous donner la souveraineté? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en retard, est en recul total sur les idéaux de Houphouët-Boigny. Est-ce que vous voyez? Donc, il appartient aux Ivoiriens maintenant d'arracher l'indépendance, c'est-à-dire d'avoir leur souveraineté. Tant que vous ne contrôlez pas votre portefeuille,
et que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle votre portefeuille. Aux États-Unis, ici, on dit clairement, be your own boss. C'est ça la souveraineté. Et aux États-Unis, ici, on le dit, tu ne peux pas être plus riche que ton boss qui te donne un salaire. Lui, il te donne un salaire. Lui, il n'a pas de salaire. Est-ce que vous voyez? Donc, il appartient aux Ivoiriens par leur intelligence et leur capacité, et comme le dirait l'anglais, leur capacité à s'octroyer, à arracher la souveraineté. Sa souveraineté vis-à-vis du colonisateur. Comme les pays de l'AS l'ont fait, ils étaient obligés de passer par cette voie de coup d'État. Ils étaient obligés. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Parce que la France n'a jamais pris la mesure de l'évolution du niveau des nègres que nous sommes. La France est l'un des États, c'est l'un des pays les plus racistes au monde. Allez-y voter. Allez-y lire, comment s'appelle, les grands écrivains français. Allez-y les lire. Et ce sont les livres qu'on lit dans les écoles en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais lu Voltaire, je connais aucun auteur français. Le seul auteur français que je connais, c'est La Fontaine. Camus, tant là. Moi, je n'ai jamais lu ces livres-là. Donc, ils ont fait ça exprès. Ils ont fait exprès. Alors, vous avez dit une chose qui m'a un peu fait rire, pas choqué. Vous dites, est-ce qu'on doit quitter un maître pour aller impérialiste, pour aller à un pays impérialiste? La Russie, vous avez cité la Russie. Mais la Russie a défendu les Africains pendant les luttes d'indépendance. La Russie nous a défendus. Le problème, vous avez dit une chose, on peut quitter un maître, un mauvais maître pour un bon maître. Tous les pays qui se sont accrochés à la Russie de manière honnête, parce que les Africains ne sont pas honnêtes. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mais les pays qui ont mis 2 pieds dans la Russie, avec la Russie, mais ce sont des pays qui font peur sur le plan militaire. La Russie te donne les moyens, l'intelligence. La Russie a ce qu'on appelle l'université Patrice Lumumba. La Russie forme les Africains pour aller chez eux, pour aller travailler chez eux, pour aller développer chez eux. Et la Russie a compris une chose. Pour que les Africains puissent se défendre, il leur faut des armes. Et nous vendons les armes. Les armes coûtent très cher. La Russie n'a pas besoin de l'or de l'Afrique. La Russie n'a pas besoin de diamants de l'Afrique. Quand on parle de diamants de la Russie, on appelle le diamant de luxe. Ça, c'est de la Russie, ça. Quel minerai, quelles ressources énergétiques stratégiques nous avons en Afrique que la Russie n'en a pas. La Russie en a des tonnes. Mais la Russie veut aider les Africains à s'épanouir, à arracher leur souveraineté de la France. C'est ça, la Russie. La Russie nous vend des armes. C'est une bonne chose. Ils vendent les armes à qui? La Russie ne vend pas les armes à des terroristes. La Russie vend les armes à des États pour se défendre, pour défendre leur territoire, défendre leur souveraineté, acquérir leur souveraineté totale. Lorsqu'en 2018, la France est devenue le premier vendeur d'armes au monde, les chiffres sont là, vous pouvez les consulter. Mais à qui la France vendait les armes? Aux terroristes et aux djihadistes. Pourquoi? Non seulement la France pille nos richesses, la France le de à 0 € et la France, ça va vendre cet uranium à 200 € le kilo sur le marché mondial.
comment ça s'appelle, notre café, notre cacao, le fait en poudre et ça va vendre ça en Suisse, en Belgique pour faire du chocolat, pour envoyer aux États-Unis, inonder le marché mondial. Alors que nous, on ne sait même pas moudre notre café, ni faire même, comment ça s'appelle, la poudre de chocolat. Voici les réalités. Donc, briser les chaînes de qui nous lient, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si même on cherche, parce qu'avec la France, on ne peut rien faire. Parce que la France est calée dans sa tête que nous sommes des animaux, nous sommes des grands singes, nous sommes des nègres. Donc, en fait, allez-y, réécoutez. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que actuellement, si la Côte d'Ivoire est capable de se débarrasser, si la Côte d'Ivoire est capable de se débarrasser de la France, on peut gérer notre économie avec la Russie ou avec la Chine sur un plan égalitaire, puisque souvent, eux, ils viennent comme des partenaires et non pas des impérialistes. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Oui, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas forcément parce que nous avons besoin du matériel technique, de l'intelligence pour nous développer. Et nous avons l'argent pour acheter cette intelligence et ce matériel et cette science-là. Nous avons l'argent. Mais la France ne nous le permet pas. Je vais vous dire une chose. Toutes les voitures japonaises, chinoises, qui rentrent en France, qui rentrent en Côte d'Ivoire, c'est avec l'accord de la France. Sur chaque voiture japonaise qui rentre en Côte d'Ivoire, mais la France a ses perdièmes. C'est comme si la France achetait les voitures japonaises, chinoises, les Toyota, les Datsun, les tout, et vient nous vendre au double, au triple. C'est ce que la France a toujours fait. Donc, se débarrasser de la France est une très bonne chose, quelle qu'en soit la manière, parce que la France nous a trop maltraités. La France nous vole trop. La France nous pille trop. Et la France, par-dessus tout, nous empêche de nous évoluer et envoie maintenant des terroristes pour nous tuer. Le Mali a raison 1 milliard de fois. Le Niger a raison autant d'étoiles dans le ciel. Le Burkina a raison autant de grains de sable au bord de la mer. Merci. Merci, M. Mouvant. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour le point de oui, le point important. Sur M. Tidiane Thiam. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que... Oui. Voilà, allez-y. M. Tidiane Thiam, voici la nouvelle stratégie qu'ils vont appliquer. C'est-à-dire qu'ils vont desserrer les taux. Ils vont desserrer les taux. Desserrer les taux ne veut pas dire qu'on a enlevé les taux. Ça. Ils vont desserrer les taux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont enlevé les taux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer au Vietnam. Ce qu'on appelait Indochine, que nos parents sont allés combattre dans les années 40, 45, qui est devenu aujourd'hui le Vietnam. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, Indochine, ils parlaient français. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer. Qui a fait la guerre avec, comment ça s'appelle, les États-Unis d'Amérique. Mais nous, les Africains, nous sommes nés comment? Nous sommes nés comment? Tout le monde nous dépasse. Tous ceux avec qui nous avons suivi la colonisation dure de l'Europe, ils nous ont tous dépassés. Nous, les Africains, nous sommes derrière. La Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer au Vietnam. La Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer à la Malaisie. La Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer à Singapour. La Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à la Corée du Nord, du Sud, du Nord. Alors que tous ceux-là, ils étaient derrière nous. En 1960, quand on prenait notre indépendance. M. Thiam ne peut rien apporter de souveraineté. M. Thiam ne peut pas donner la souveraineté économique, politique, militaire à la Côte d'Ivoire.
Soyons clairs. C'est pour venir faire de l'embellissement. C'est ce qu'ils ont trouvé maintenant. Mettre la poutre aux yeux des nègres. Je vous remercie. Merci, M. Dougan. Alors, Pasteur Aka, je reviens vers vous. Oui. J'avais posé aussi une grande question. Est-ce que c'est forcément par le coup d'État que les pays africains peuvent arriver à la souveraineté? On a vu le cas avec l'AES. Depuis qu'ils ont fait leur coup d'État, ils ont imposé leur diktat. Tout le monde s'aligne. La France est obligée de se prosterner et les choses ont l'air de marcher là-bas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est par les coups d'État seulement que l'Africain peut obtenir sa souveraineté? Oh. Voilà. Bon, vous savez, les coups d'État, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais par moment, quand c'est nécessaire par rapport à la question que vous posez, on n'a pas le choix. Parce que 99% de tous les coups d'État qui se font en Afrique, c'est avec la complicité de la France. Donc, ceux qui viennent pour faire coup d'État, si la France est partie prenante, ils feront le coup d'État, mais il n'y aura pas de changement. Vous voyez? Donc, or, les pays de l'AES n'ont pas tenu compte de la France. Ils ont pris leurs responsabilités. C'est des citoyens qui ont pris leurs responsabilités. Ils ont dit, mais attendez, nous on est au front, on voit ce qui se passe. La population souffre. Il va falloir qu'on agisse. Et ils ont été unis, ils ont agi. Il n'y a pas eu de mort. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, c'est soutenu par le peuple. Or, ce que nous voyons en général dans les coups d'État, c'est parce qu'un groupe est en train de manger, l'autre groupe n'est pas content, donc l'autre groupe fait son coup d'État pour venir manger, après et puis c'est toujours dans mangement. Et c'est pas ce que nous voulons. Ouais. Lorsque le président Gbagbo est venu au pouvoir, bon, quand il est venu à la refondation, c'était pas une mauvaise idée. Mais il a manqué de sagesse parce que tu prends un pays qui après 30 ans de gouvernance, un coup d'État vient, il y a des actions, des actes qu'avant de poser, il faut d'abord te rassurer de la sécurité de ton pays. Il faut d'abord garantir la sécurité. Il faut d'abord, c'est-à-dire que la première action qu'il devait faire, en tant qu'historien, c'était d'appeler la Russie. Dans les 2 premiers mois. Aujourd'hui, l'AES fonctionne, a le courage de parler parce qu'ils n'ont pas tardé, ils n'ont pas attendu 1 an, 2 ans. Dès qu'ils ont frappé, automatiquement, ils ont eu besoin de la Russie. Tu es venu avec toute la technologie, former les gens, les aider. Merci, Pasteur Aka. Merci pour ce point très important. Vous voyez? Continue. Donc, il y a des actes aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour notre souveraineté. Parce que pour se débarrasser de la France, il faut se sécuriser d'abord contre la France. Tant qu'on n'arrive pas à se séparer, à nous sécuriser, c'est même pas la peine de parler d'un changement de souveraineté. Parce que vous allez poser des armes, en 2 mois, 6 mois, ils vont venir vous tuer. Vous en avez. Même si on ne vous tue pas, ils vont provoquer une rébellion. Et votre mandat sera perturbé. Donc, par moment, il faut des citoyens, des patriotes qui aiment leur pays, qui voient la souffrance du peuple et qui agissent. Maintenant, si nous allons à une élection crédible, transparente, apaisée, celui qui va être élu, le président qui va être élu, si c'est un patriote, il posera des actes progressivement pour amener le pays à être souverain. Mais la première des choses, c'est la sécurité d'abord.
c'est la sécurité. Il faut sécuriser ton pays d'abord. Il faut se débarrasser de la sécurité de la France parce que si tu comptes sur la France pour te sécuriser, tu perds. Hein. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que si tu comptes sur la France pour être en sécurité, tu n'auras jamais de souveraineté. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Oui, bien sûr. Et je vais permettre à M. Dougan d'y répondre aussi. M. Dougan? Oui, maman Sarah. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des faibles d'esprit, pour ne pas les insulter, des faibles d'esprit. Quand on parle de souveraineté, c'est comme si c'était une injure. Mais aujourd'hui, M. Donald Trump, le président de la première puissance, qu'on dit, économique, militaire du monde, pas de souveraineté économique. Parce que pendant près de depuis après la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui, M. Trump se rend compte qu'ils n'ont même pas la souveraineté économique. Il parle de souveraineté. Monsieur, comment s'appelle? Monsieur Macron. Après l'élection de M. Trump, M. Macron est parti à Bruxelles. Il a fait une conférence où il parle de la souveraineté de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, l'OTAN veut avoir, comment s'appelle, sa propre armée, indépendamment des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que vous avez entendu un Européen se lever pour parler contre les souverainistes? Mais nous, on a des Africains qui nous insultent du matin au soir. D'ailleurs, nous réclamons, M. Dougan, ce que nous ne comprenons pas, c'est le fait qu'on infantilise un peu les Africains. C'est-à-dire que quand un pays africain décide de s'armer, tout de suite, les Européens trouvent que ce n'est pas normal. On donne l'impression que l'Africain ne pourra pas manipuler ses armes de façon responsable. On accuse tout de suite le chef de l'État de vouloir faire des crimes contre l'humanité, etc. Vous avez vu comment l'Union, enfin, la communauté internationale a fait blocus sur l'achat des armes de M. Laurent Gbagbo, même si c'était une décision un peu tardive, mais quand même, il avait le droit de s'acheter des armes et on a carrément refusé, par exemple. Donc, il y a cette infantilisation-là de nos gouvernants qui est un peu révoltante. Vous ne trouvez pas? Oui, oui, ce que vous dites est totalement vrai. Ça fait partie du programme de la mondialisation. C'est-à-dire, les États faibles, les petits États ne doivent plus avoir d'armée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en application en Haïti. Vous savez que l'armée haïtienne a vaincu l'armée de Napoléon. De toute façon, l'armée française n'a jamais eu de victoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont mis leur bébé, les tontons mascoutes au pouvoir, en Haïti, ils ont démantelé l'armée haïtienne. Il n'y a pas d'armée haïtienne. Il n'y en a plus. Et c'est ce qu'ils veulent nous appliquer parce que si nous avons une armée, nous allons nous défendre. Donc, Oufoué Boigny, qu'est-ce que lui il a fait? Lui, il a confié la sécurité de la Côte d'Ivoire à la France. C'est tout. Parce que la mondialisation ne veut pas d'armée nationale. Parce que ça ne va pas leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est ça nous sommes aujourd'hui. Le Burkina Faso commande des armes au Brésil pour lutter contre, c'est le Mali, pour lutter contre les terroristes. Et comme ces armes sont venues des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique disent à
au Brésil, ne livrez pas ces armes aux Maliens pour ne pas aller tuer nos djihadistes, nos terroristes. Aujourd'hui, hier, 65 chrétiens ont été massacrés par des islamistes musulmans nigériens. Mais ces islamistes musulmans-là, ils sont... Qui est derrière eux? C'est la France, c'est l'Angleterre, ce sont les États-Unis d'Amérique qui leur vendent les armes. Donc, nous devons... Moi, j'accuse les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, au moment, comme vous avez dit, au moment où certains luttent pour que leur pays leur revienne, il y a des gens qui nous insultent sur les réseaux sociaux, les souverainistes, les panafricanistes, les panafricains, ils nous insultent. Comme si ce qu'on est en train de faire, c'est pour mettre de l'or dans nos poches. C'est pour mettre de l'argent, caisser de l'argent dans nos poches. Parce que ce sont des gens qui comptent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez la politique, la classe politique ivoirienne, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement en place, tout le monde fait des clins d'œil à la France pour que la France les sponsorise pour être président en Côte d'Ivoire. Écoutez leurs discours. Écoutez leurs discours, même de Blé Goudé, écoutez leurs discours. Ils attaquent même pas la France. Ils dénoncent même pas la France dans les mauvaises pratiques. Ils dénoncent pas la France. Vous voyez? Donc c'est malheureux pour les Africains. Et ça conforte les Africains, ça conforte, comment ça s'appelle, les Blancs, dans leur comportement vis-à-vis des Africains. Les Africains sont des sous-hommes. Merci. Sauf moi, je ne suis pas sous-homme. Oui. Si c'est Sarah n'est pas sous-homme, Patrick Ata n'est pas sous-homme, Jacques Roger n'est pas sous-homme. Vous autres, là, vous êtes des sous-hommes. M. Dougan, même ceux qui vous appellent africanistes ou bien africains, ce ne sont pas des sous-hommes, ce sont simplement des personnes dont les mentalités ont été tordues. Et voilà un peu là où le combat doit être mené, je pense. Parce que, écoutez, comment un pays peut-il être souverain quand on a encore un esprit de népotisme, par exemple? La souveraineté, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à la souveraineté quand on voit ce que cela implique, le travail qu'il y a à faire? Moi, je pense que même si on donne à un président 20 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un travail qui sera très difficile parce que pour changer des mentalités, mais ça prend beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est vrai que Sankara, vous avez vu comment Sankara est vite mort. Il avait commencé ce changement de mentalité, mais il y a même parmi son peuple des gens qui n'ont pas compris la vision et qui ont trouvé qu'il en faisait un peu de trop, même parmi ceux qui ont fait le coup d'État avec eux. Alors, à votre avis, cette souveraineté que nous poursuivons tous, quelle sera la clé qui va permettre aux Africains d'être réellement souverains? Surtout nous, les Ivoiriens, parlons de la Côte d'Ivoire un peu, qui va nous permettre d'être souverains. Le fait de chasser M. Ouattara aujourd'hui, pour ma part, n'est pas la solution à notre problème. Parce que regardez le cycle, et vous allez avoir le temps d'élaborer. Regardez le cycle des présidents qui se sont succédés. Sous Houphouët-Boigny, le népotisme existait. Le favoritisme a existé. Au temps d'Houphouët-Boigny, on a nommé des ministres qui ont fait des détournements. On se souvient encore du directeur général des douanes qui avait été l'objet d'un scandale et qui n'a jamais été puni. Il y avait plein comme ça. Sous Bédié, c'était pareil. Il y a eu toujours les mêmes fléaux. Sous Gbagbo, c'était pareil. On a arrêté le fils d'un ministre qui revenait d'un week-end avec combien de millions dans le coffre de sa voiture et qui a dit carrément aux policiers que c'est sa monnaie d'argent de poche. Et son père a confirmé. Ce sont des choses qui ont existé. On a vu comment on achetait des rapports. Il avait 50 millions dans le coffre de sa voiture. Ah bon, d'accord. Merci, M. Dougan. Donc, vous voyez que ce sont des attitudes liées à l'Africain. Alors, comment est-ce qu'on peut redresser ces attitudes tordues-là? M. Ouattara est venu, c'est pire. C'est multiplié. Bon, avec M. Ouattara, maintenant, c'est multiplié par 1000 ou millions. Mais alors, dites-moi, quels sont ces intellectuels africains qui vont rester des intellectuels, des hommes et des femmes éduqués, et qui vont faire asseoir cette souveraineté? Voilà un peu ma question. Est-ce que ce n'est pas vraiment de l'utopie, cette histoire-là? Non, ce n'est pas de l'utopie. Oui. Allez-y. Oui. Vous savez,
ce qu'il faut retenir, que la souveraineté n'est possible que par la sécurité du pays. Aucun pays ne peut se développer si elle n'a pas une sécurité souveraine. Ça, c'est le premier point. Il faut d'abord se sécuriser. Parce que nous sommes dans un monde en turbulence. Si vous voyez que les Occidentaux refusent que les Africains s'arment, c'est parce qu'ils savent. Non seulement nous sommes courageux, nous ne sommes pas bêtes. Si nous sommes sécurisés, si nous avons les armes qu'il faut, si nos militaires sont formés dans la loyauté, dans l'intégrité, et ils sont bien entretenus, ils sont bien payés, que ce soit la police, la gendarmerie, les militaires, ils sont bien payés, bien entretenus, et ils ont le matériel qu'il faut. À partir de là, le gouvernement qui va être en place peut poser certains actes en ce qui concerne notre économie. Parce que, regardez, les États-Unis, quand vous cherchez à payer des armes, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Vous voulez construire des armes nucléaires, on vous dit non. Aujourd'hui, elle fait la gendarmerie contre l'Iran, contre l'Afghanistan, parce que ces pays-là cherchent aujourd'hui à s'armer. La Libye, avec Kadhafi. Si Kadhafi n'était pas mort, on l'avait laissé, la manière dont il cherchait à s'armer, qui allait pouvoir. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine. Si l'Ukraine était armée, vous pensez que la Russie pouvait, même si elle a une raison, elle pouvait attaquer l'Ukraine? Non, mais parce qu'elle n'est pas armée. Donc, il n'y a pas de souveraineté ni de développement sans sécurité. Ça, c'est important. Un président qui viendra, qui est patriote, qui ne s'arme pas, qui ne se sécurise pas, qui ne sécurise pas son pays, avec des gens qui sont attachés aux valeurs républicaines, ce serait une peine perdue. Aujourd'hui, le Burkina, à chaque fois, il y a toujours des petits coups d'État qui se préparent. Parce qu'il y a toujours des traîtres, il y a toujours des hypocrites, il y a toujours des corrompus. Mais ces présidents-là, l'avantage qu'ils ont, ils ont autour d'eux aujourd'hui une armée où la majorité des gens ont compris la nécessité et l'importance de leur travail, des actions qu'ils sont en train de poser parce qu'ils aiment leur pays. Ils ne viennent pas pour leur propre intérêt, mais ils viennent pour l'intérêt national. Donc nous ne pouvons qu'arriver à cette souveraineté, à nous sécuriser. En Côte d'Ivoire, il y a trop de malfrats, il y a trop de terroristes, il y a trop de bandits. C'est-à-dire, bon, quelque part, il faut dire, pour l'instant, le président Ouattara est là, on ne sent pas ça trop, mais si demain il n'est pas là, tous ceux qui sont rentrés, toutes ces infiltrations-là, il faut un nettoyage. Il faut un nettoyage. Ça ne va pas être facile. Parce que quand vous regardez notre armée aujourd'hui, 80% de ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été nationalisés parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Je le dis parce que mais je ne dirais pas, il y a des personnes qui ont géré le DDR. Ceux qui ont fait le DDR ont naturalisé. L'objectif du DDR, c'était non seulement le désarmement, mais c'était pour naturaliser les rebelles étrangers qui étaient venus pour rentrer dans l'armée ivoirienne. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui ont des armes. Alors vous pensez que demain, si le président Ouattara n'est pas là, ceux-là, il faut trouver une solution pour eux. Ceux qui s'ils veulent rentrer dans leur pays d'origine, ils vont partir, mais s'ils veulent rester, ils vont rester. Mais il faut faire avec eux ou bien il faut se débarrasser d'eux. Oui, donc, pour mieux répondre à votre question, c'est la sécurité. Les États-Unis aujourd'hui
sont sécurisés. C'est vrai qu'il peut y avoir des infiltrations, ils sont sécurisés. La Russie est forte aujourd'hui parce qu'elle est armée. La Chine, armée. Alors, tous ces pays-là, c'est parce qu'ils ont une sécurité. Donc, ils peuvent développer leur économie facilement. Ils peuvent poser des actes, ils peuvent prendre des décisions. Et c'est ce que le Burkina, le Mali, le Niger est en train de faire. Quand ils vont réussir à se débarrasser des terroristes, à sécuriser leur pays, ben vous allez voir comment l'économie de leur pays va évoluer. D'accord. Voilà. Merci, Pascal. Je voulais permettre à M. Douban d'intervenir parce que vous savez. D'accord. Bonsoir, M. Adjei. Quand j'y pense, moi, j'ai des migraines parce que vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que d'abord, on avait déjà des problèmes depuis les indépendants et les 20 dernières années, M. Ouattara est venu amplifier notre problème. Oui, M. Adjei, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Voilà. Alors, M. Ouattara et son régime ont amplifié les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et quand j'y pense à cette souveraineté dont nous parlons, je suis un peu, je me demande, je suis très pessimiste en fait, parce que je me dis, il y a eu tellement de dégâts, les mentalités. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelle les Djula, ceux qui sont soi-disant du Nord, mais ils sont prêts à en découdre avec qui qu'on parle de M. Ouattara. Et c'est la preuve que le tissu social ivoirien est complètement fracturé. On va en faire un débat peut-être la semaine prochaine. Vous voyez comment un gouvernement qui ne rappelle pas ses troupes à l'ordre et qui reste mieux peut créer dans un pays une guerre civile. Et M. Ouattara est en train de préparer la guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, donc cette souveraineté, le changement de mentalité, Pasteur a parlé d'armement, il y a aussi l'indépendance économique, il y a toutes ces choses, il y a l'éducation, il y a toutes ces choses. Alors, bonsoir, M. Adjei, nous parlons de souveraineté. Vous êtes arrivé maintenant. Allez-y, donnez votre analyse sur la question. Oui, la souveraineté. Bonsoir, commandant, bonsoir à Pascal Douban. Est-ce que j'ai entendu un autre panéliste? Non? Allez-y, M. Adjei. Oui, quand on parle de souveraineté, c'est-à-dire que chaque État, chaque nation sous le ciel est appelé à être souverain. Prenez le cas du pays où nous vivons, qui a été colonisé par l'Angleterre. Et à un moment donné, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils sortent du joug de l'Angleterre pour être souverain. Parce qu'ils ont compris très tôt que c'est lorsqu'on est souverain qu'on est capable de prendre ses propres décisions pour s'épanouir. Et donc, ils ont pris cette souveraineté et aujourd'hui, ce pays est là où il est. En tant qu'individu, on a besoin d'être souverain, libre, pour pouvoir mener ses propres actions. Donc, nos pays doivent acquérir l'indépendance totale dont parlait Houphouët-Boigny. Parce qu'on ne peut pas être sous le joug de notre colonisateur qui a écrit des contrats pour nous aliéner et prétendre nous développer. Vous voyez aujourd'hui les 16 colonies françaises en Afrique ne peuvent jamais se développer parce qu'il y a des contrats qui les ont aliénés. Et donc, il faut obtenir cette souveraineté-là au prix de notre sang et de notre sueur parce que la liberté ne se donne pas. Il faut l'acquérir. Cela même est dans la Bible, l'esclave, à partir de 50 ans, doit lui-même proclamer sa liberté parce qu'elle ne se donne pas. Bref, c'est un autre débat. Et donc, nous aspirons à cette souveraineté-là. Il s'agit maintenant de rompre les contrats coloniaux comme l'ont fait les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger. Ça, c'est l'exemple palpable qui leur a permis aujourd'hui de rompre avec les contrats coloniaux, les bases militaires françaises, et aujourd'hui, ils sont libres. Mais ils n'ont pas encore atteint cette liberté parce que celui qu'on a chassé ne veut pas lâcher prise, il passe par des
des rebelles, des terroristes pour pouvoir les emmerder. Mais bref, quand vous êtes soudés, tout cela devient une tâche quotidienne. Il faut combattre tous ces terroristes. Donc, si c'est cela, effectivement, la Côte d'Ivoire doit avoir sa souveraineté. L'ancien colon qui nous avait mis en esclavage dans notre État a mis à ses pions. Ils ont mis quelqu'un pour qu'ils ont dépensé, ils ont tué les Ivoiriens pour le mettre là. C'est lui qui sert de relais. Donc celui-là, il faut qu'on le sache pour que nous puissions acquérir cette souveraineté-là. C'est pourquoi, et pour finir, vous avez vu dans la Bible, quand Lazare a été enterré, Jésus a dit quoi? Ôtez la pierre. Ça, tout ça, c'est spirituel et c'est symbolique. Quand on ôte la pierre, celui qui est en captivité peut sortir, on le délie et il a sa souveraineté. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à la croisée des chemins, il faut, par tous les moyens, finir avec le régime Draman Ouattara afin que nous puissions amorcer notre souveraineté. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Voilà, merci. Alors, M. Douva, c'est votre tour, allez-y. Merci. Merci à Guy qui vient de rentrer. Pour avoir notre souveraineté, d'abord, cette opposition qui est là ne peut pas nous donner une souveraineté. Ne peut pas. Parce que, comme je l'ai dit, bon, de temps en temps, ils disent des choses. Comme la campagne n'est pas, je ne vais pas leur faire un mauvais procès, comme la campagne n'a pas encore commencé, on attend pendant la campagne ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire. Et c'est à partir de là que nous allons les juger. Aujourd'hui, nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec l'AIS vis-à-vis de la presse des États-Unis, les pays européens sont fâchés contre la France. L'Amérique est fâchée contre la France. Parce que c'est le mauvais comportement de la France qui a poussé, comment s'appelle, ces pays-là, Burkina, Mali, Niger, à non seulement chasser, comment s'appelle, la France, mais chasser l'Amérique. C'est Tchadi qui a fait ses études militaires ici, en Géorgie, qui a l'audace de faire un coup d'État et refuser les autorités américaines, chasser les Américains de tu crois? Non, l'Amérique ne peut pas pardonner ça à Macron. L'Allemagne ne peut pas pardonner ça à Macron. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, là, il faut un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire et qui veut le bien de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les ponts, les chaussées, effervescents. Non, non, c'est pas ça. Le développement est plus que ça. Donc, il faut que quelqu'un-là, pour le moins, la chose primordiale, c'est de chasser Draman Ouattara. Quelle que soit comment s'appelle la situation. Même si un Oligui va venir en Côte d'Ivoire, il faut chasser d'abord Draman Ouattara. Ce Oligui-là va s'installer et au bout, parce qu'il va mettre un certain ordre, et au bout de 2-3 ans, il faut le chasser pour mettre maintenant... M. Douba, n'oubliez pas que vous n'avez pas aussi répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein, quand j'ai demandé est-ce que les coups d'État sont la seule solution pour établir la souveraineté d'un pays. Donc, pendant que vous y êtes, vous pouvez répondre. Non, on n'arrache pas la souveraineté par des accords. On n'arrache pas sa souveraineté par des accords. Ce n'est pas possible. On arrache sa souveraineté parce qu'on n'est pas souverain parce qu'il y a quelqu'un qui nous domine. Et cette personne est contente de nous dominer. Donc, c'est avec force qu'il faut arracher la souveraineté. Un point, un trait. Vous pensez qu'un jour, la France va se lever et puis dire, bon, OK, je me débarrasse du franc CFA, faites ce que vous voulez.
Bon, écoutez, les militaires aussi, on nous a menti en janvier 2025 que les militaires français sont partis, mais ils sont évanouis maintenant dans la population ivoirienne. Et beaucoup de choses. Les entreprises françaises en Côte d'Ivoire ne payent pas de taxes. Les produits français rentrent en Côte d'Ivoire sans taxes. La France vient prendre le pétrole, le gaz ivoirien au large de Jarville pour aller le vendre moins cher dans son pays et nous, on paye plus cher. C'est-à-dire que c'est nous qui subventionnons le gaz que la France prend pour aller chez lui. Hein? Ils prennent ça à la Carena, là. Oui. Et ils vendent le gaz est moins cher à Paris qu'à Abidjan. Alors que ça vient de Jarville. Et vous pensez que la France va s'asseoir comme ça, dit je ne veux plus, je laisse la Côte d'Ivoire. Non. Il n'y a que par la force on acquiert son indépendance. Jésus-Christ a dû souffrir du palais de Ponce Pilate jusqu'à, à Golgotha, souffrir sur 7 kilomètres. Jésus-Christ a dû souffrir, côté percé, pied percé, main percée, flagellé, de la tête aux pieds, pour pouvoir nous donner notre souveraineté, pour pouvoir nous racheter. Donc, vous qui dites que, c'est par accord qu'on peut obtenir la souveraineté ou bien l'indépendance économique, politique et militaire, vous êtes sur une autre planète. Vous êtes peut-être sur l'étoile Sirius comme ça peut-être, mais pas sur la Terre. Merci. D'accord. Alors, je vais vous permettre de faire votre tour de table avec votre mot de fin. Ma dernière question, c'est quand vous regardez la Côte d'Ivoire et les candidats qui se présentent, est-ce que vous pensez que la souveraineté ivoirienne est à l'horizon ou bien on va encore souffrir 5 années de népotisme et de tout ce que vous savez avant que quelqu'un d'autre ne vienne pour changer la donne, puisque nous savons tous que tous ceux qui sont là ont été contaminés par la corruption politicienne de Côte d'Ivoire. Voilà ma dernière question. Je vais commencer avec vous en même temps, M. Douvan, et puis votre mot de la fin. Et puis après, je vais aller vers Pasteur Aka et ensuite M. Adjei. Merci beaucoup. Bon, pour le moment, nous avons 2 candidats. Le président Laurent Gbagbo qui dit que lui va venir enfoncer les clous, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas pu enfoncer, il va venir les enfoncer maintenant. M. Tidiane Thiam est aujourd'hui candidat à partir d'aujourd'hui. Il a ces savants qui sont en train d'écrire leur programme de gouvernance, on ne sait pas le contenu. Donc, on ne va pas leur faire des procès d'intention. Il faut savoir garder raison. Donc, on attend quand ils vont dévoiler leur plan, leur programme, alors nous allons décomposer, dépecer leur programme et à partir de ça, donner des mots d'ordre. Votez ou ne votez pas celui-ci. Votez celui-ci ou refusez celui-ci. Merci. Parce que cette année-là, on va prendre une part active dans les élections de 2025. Merci. Allez-y, Pasteur. Ah, ok. Oui, il faut dire que pour l'instant, bon, il y a des intentions de candidature, mais tant que le système électoral n'est pas sanctifié, pulvérisé, rassurant, transparent, avec une commission vraiment indépendante, on considère qu'il n'y a pas de candidat. Parce que dans l'interview qu'a offert M. Jacques au ministre Katina, il y a un point qu'il a dit, quand il a dit ça, j'ai dit oui, s'ils ont compris ça comme ça, c'est que c'est une bonne chose. Il a dit, même si nous nous mettons ensemble et que nous choisissons un seul candidat pour aller contre le régime qui est en place, avec cette commission électorale, on va perdre.
au premier tour. Même si nous allons en rendre ICC à 20, avec cette commission électorale, nous allons perdre. Donc, les intentions de candidature, il y en a. Je vous ai dit, ça ne passera pas sans lui. Gbagbo dit il est candidat. Tidiam Thiam. Bon, le président Ouattara dit je désire. Il est candidat. Non, voilà. Voilà. Donc, tant que cette commission électorale-là soit pulvérisée et que tout ce qui est forme de doute soit levé. Et puis maintenant, on va voir les vrais candidats qui vont aller dans des confrontations sur programme contre programme du gouvernement, parce que c'est ce que nous attendons. C'est ce qu'il faut. Voilà, les Ivoiriens sont mûrs, sont matures. Et si l'élection est transparente, les Ivoiriens ne choisiront pas un candidat juste parce qu'il est connu. Non, c'est ce qu'il va proposer là dans le concret. C'est sur cette base-là que les gens iront le voter. Et c'est ce qu'il faut. Sinon, les discours, là, il y en a trop. D'accord. Merci. Ils sont nombreux et bientôt, on va être envahi par toutes sortes de programmes de gouvernement. Je pense qu'on aura l'embarras du choix, mais de toutes les façons, il y a des faits sur le terrain qui nous montrent plus ou moins qui est crédible et qui ne l'est pas, parce que c'est ça aussi, c'est important. Voilà, on espère que les Ivoiriens seront bien choisis. Monsieur Adjei, votre mot de la fin, merci, Pasteur Aka. Merci, alors, écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire est confrontée par plusieurs défis, mais je vais élaborer sur 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est que il faut qu'on sache que nous sommes encore en captivité et que ce n'est pas par les élections qu'on va sortir du joug colonial. Ça, c'est le premier défi. Et les Ivoiriens pensent que ce sont les élections qui vont nous sortir de la crise. Et on nous a dit ça en 2010, que oui, il faut que d'abord on gagne les élections, c'est le seul salut pour que la Côte d'Ivoire sorte de la crise. Mais cette élection nous a amené où? En profondeur. Premier défi. Deuxième défi, vous savez, quand vous voyez les pays du Sahel, ils ne sont pas passés par des élections pour avoir leur souveraineté. Donc, nous nous trompons quand on pense qu'on a des candidats qui vont faire que, oui, on va chasser Ouattara. On ne peut pas chasser Ouattara à des élections parce que c'est le même système satanique qui nous a aliénés depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, qui est en place à travers Ouattara et ses mercenaires. La CEI est seulement un organe pour amplifier le système. Détrompons-nous. Je veux que les Ivoiriens se détrompent. Pour sortir de là, il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Parce que, vous savez, quand un homme et une femme sont mariés, qu'ils ont un enfant, quand la maman dit « mon enfant est malade », que le papa dit « tu mens, l'enfant se porte bien », il y a un problème. Parce que les deux parents doivent être d'accord sur l'état de l'enfant. Or, en Côte d'Ivoire, on nous dit « tout va bien ». Et il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Il y a un problème chez Sarah. Là, si on ne s'entend pas sur la santé de l'enfant, ce n'est pas la peine. On ne s'entend pas sur la nature, sur l'état de notre nation. Il y a un vrai problème. Et ce n'est pas par les élections qu'on va régler ce problème. Donc, détrompons-nous. Et après avoir dit ça maintenant, je veux dire que Ouattara est venu par la force. Il doit partir par la force. La force ne veut pas dire tuer les Ivoiriens. D'ailleurs, dans l'AES, les 3 coups d'État qui ont eu lieu dans l'AES, on a déploré
100 morts, vrai ou faux? Voilà. Pas besoin de tuer les gens pour faire un changement stratégique. Et donc, voilà la seule solution de la Côte d'Ivoire. Si vous parlez d'élection, celui qui a gagné, personne ne peut gagner une élection devant Coulibaly Kuibier et Dramane Ouattara. Mettez-vous ça dans la tête. Tant que Coulibaly Kuibier est à la tête de la CI, c'est un petit démon que vous voyez là. Personne ne peut gagner une élection devant Ouattara. Si on fait ça là, on peut laisser tout ça là et puis se mettre d'accord sur un principe. Bref, je ne sais pas moi qui va leur donner des solutions à prendre, mais voilà la carte, voilà le picture qui se présente devant vous. Si vous pensez que c'est une élection qui va vous sortir de là, vous avez menti. Donc, si ce sera, prions pour notre pays, mais il y a une solution. Dieu va nous sortir de là. Leur histoire d'élection, histoire de démocratie, c'est du mensonge et on ne peut pas sortir de là si on continue les élections. Nous aurons une autre solution pour pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire de cette merde. Bonsoir et à la prochaine. Merci, M. Adé. Merci, Pasteur Aka, et merci, M. Degas. Merci aussi au commandant Jacques pour cette opportunité de l'émission. Je voudrais remercier tous les auditeurs de Afrique 2050, Merci, hein. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet encore aussi palpitant. Bonsoir sur vous. À bientôt. Conference recording. Stop.